Quoi comprendre des compressions en éducation et est-ce que l'environnement est toujours une priorité pour les partis fédéraux? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence en politique provinciale alors qu'un autre secteur subit des compressions. Olivier, le couperet est tombé dans le monde de l'éducation. Oui, Anthony, le budget prévoit 31 millions de moins au niveau du financement des universités. S'ajoute à cela une hausse de seulement 2 des dépenses pour 2025-2026. On se rappelle qu'au mois d'août dernier, des compressions avaient été annoncées par le ministère de l'Enseignement supérieur. On écoute le recteur de l'UQAT, Vincent Rousson, qui nous explique les conséquences pour son établissement. On nous annonçait un réinvestissement d'autour de 1,5 % dans les universités. On est autour de 2,1 %. Il n'en demeure pas moins que c'est au moins 2 % en bas des coûts de système de l'université. Donc, ça indique automatiquement que l'université sera en compression budgétaire pour la prochaine année. Parce que 2 % de notre budget, c'est minimalement autour de 2 millions là, qui est manquant automatiquement dans les budgets de fonctionnement. Par contre, les nouvelles sont meilleures pour le primaire et le secondaire, Olivier. Effectivement, Anthony, le budget prévoit du financement dans le but de contrer la pénurie de main-d'œuvre. On parle de plus de la moitié du budget qui sera octroyé. Ça permettra de continuer de financer un programme de retour au travail d'enseignants qui étaient à la retraite. S'ajoute également à cela un montant pour le maintien du personnel actuellement non qualifié, comme nous l'explique Cindy Lefebvre du syndicat. Autre bonne nouvelle aussi qui est similaire, c'est les sommes qui ont été investies pour aider les gens qui sont en ce moment dans le réseau, mais qui ne sont pas légalement qualifiés. Donc, il y a des mesures pour soutenir justement ces gens-là pour arriver à l'obtention d'un brevet. Donc, on a besoin de gens qualifiés. Puis, évidemment, qu'on est heureux que le gouvernement soutienne ça. Puis en terminant, Anthony, précision sur les projets d'infrastructure annoncés. Pour l'instant, ils ne seront pas affectés par les compressions, mais ça pourrait venir par l'être dans le futur. Parfait, on suit donc le tout. Merci beaucoup, Olivier. Au plaisir. Au fédéral maintenant, jour 5 de la campagne électorale, l'heure est venue de parler d'environnement. Toutefois, les engagements des partis en la matière ne sont pas encore complètement étoffés. Y a-t-il toujours un intérêt pour cet enjeu dans le débat public régional? Une partie de la réponse dans le reportage qui suit. Est-ce que l'environnement est toujours une priorité pour les 4 grands partis? Oh, grande question. Est-ce que c'est encore une priorité pour eux? En tout cas, présentement, ça paraît pas tellement. Pour Henri Jacob, les enjeux environnementaux sont généralement utilisés dans le but de bien paraître aux yeux de l'électorat. L'environnement, c'est des dossiers de long terme. Donc, pour un politicien, c'est pas nécessairement gagnant, à moins que vraiment que la population s'en préoccupe bien gros. Si les gens comprennent pas la problématique avec des exemples de ce type-là qui s'est produit, ici en Abitibi, on a eu cet exemple frappant-là avec les feux de forêt. Ben, je ne sais pas quelle catastrophe qu'il va falloir qu'il y ait pour que nos politiciens prennent ça plus au sérieux. Parlons des plateformes des différents partis au sujet d'environnement et d'énergie. En plus d'annuler le décret fédéral sur le caribou, le Parti conservateur encouragerait la relance de GNL Québec, un projet de gazoduc très contesté dans la région. Le Parti libéral se dit ouvert à utiliser ses pouvoirs pour relancer des projets, mais n'irait pas à l'encontre de la volonté des provinces. Pour sa part, le NPD n'appuie pas le projet de pipeline GNL Québec. Et au Bloc québécois? Pas question de GNL Québec. Le parti s'oppose à tout nouveau projet d'oléoduc qui traverserait la province. Sylvie Bérubé réaffirme d'ailleurs ses engagements environnementaux pour sa circonscription. L'environnement, c'est essentiel. Vous savez, il y a des coûts quand on ne fait pas attention au niveau de l'environnement. Je regarde le coût d'épicerie. Ça a augmenté quand même de 40 $ depuis 2023 par semaine. C'est énorme pour les familles. Donc, il faut être à l'affût de ce qui se passe. Vous savez, on a eu les feux de forêt il y a quelques années, donc c'était pas évident. Il n'y avait pas de façon de faire non plus au niveau provincial ni au niveau fédéral. Donc, moi, j'ai eu des engagements par rapport à ça lorsqu'il y a eu les feux de forêt à Lebel-Scuvion et partout dans la région. Henri Jacob reste tout de même prudent avec ce genre de discours. En environnement, ce que j'ai appris depuis que je milite, ce que j'ai appris, c'est que tu n'as jamais des gains qui sont éternels. Que ce soit pour une aire protégée, que ce soit pour un parc, que ce soit sur un projet comme GNL,
ces projets-là ont tout le temps tendance à revenir. De son côté, Mme Châteauvert affirme que l'économie et l'environnement sont intimement liés. Il n'y a pas de projets qui ont zéro impact sur l'environnement, mais il faut regarder les projets qui ont des impacts beaucoup moindres. Le dossier environnemental est aussi important que le dossier économique parce qu'il y a beaucoup de services écologiques, mettons, que l'environnement nous donne, d'autant plus qu'il y a des choses là, qui peuvent concerner les États-Unis par rapport à certains dossiers environnementaux. Le candidat conservateur Steve Corriveau n'a pas reçu l'approbation de son parti pour s'exprimer sur la question dans les médias. Pour ce qui est des libéraux et des néo-démocrates de la circonscription d'Abitibi, James Levick et You, eh bien, nous sommes toujours à la recherche de leur candidat. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Au culturel, Mononcle Serge et Anonymous sont de retour dans la région. Ils viennent présenter leur tout dernier album intitulé Métal canadien-français, sorti l'année dernière. Ils seront au Théâtre des Escarres d'Amos à 20h ce soir et ensuite à la Salle des Jardins de Lebel-sur-Quivillon demain et au Petit Théâtre du Vieux-Noranda samedi. Et au sport, les séries éliminatoires de la LHJMQ débutent officiellement aujourd'hui. Les Foreurs de Val-d'Or prenaient la route ce matin puisque de leur côté, la danse printanière débute demain au Centre Gervais-Auto de Shawinigan. Alexis Dumont a rencontré l'équipe. Direction Shawinigan. On y est, les séries 2025, ça commence demain. Dans ton cas, c'est ta première expérience. Comment tu te sens? Oui, c'est sûr que j'attendais ce moment-là depuis longtemps, mais on est très content d'être en série. On voulait être en série depuis le début de l'année, puis c'est une expérience que tout le monde va avoir de plus pour les jeunes à venir. C'est sûr qu'on est très excités de rentrer dans les séries. Je pense que ça va être un bon challenge. On est une équipe jeune, puis ça va nous faire prendre de l'expérience. Après avoir terminé la saison au 6e rang de la conférence avec un dossier supérieur à 500, les Foreurs s'attaqueront aux Cataractes au premier tour. Les deux équipes ont divisé les honneurs de leurs 4 rencontres cette saison et le Varéor s'attend donc à un bon défi. On le sait, on est capable de jouer contre eux, ça, on n'a aucun doute. Peu importe les premiers résultats des premiers matchs, on va jamais lâcher, on va... Toujours notre but, ça va être de passer après un rôle en premier, puis on va regarder le reste ensuite. Ouais, justement, c'est une équipe qu'on a réussi à aller chercher des points contre. Fait que je pense qu'on s'en va dans cette série-là quand même confiant. On sait qu'on est là et qu'on a une chance de gagner à chaque soir. C'est une formation qu'on respecte beaucoup parce que ils ont fini quand même 3e au classement général, puis ils ont failli finir premier également. Donc, on les respecte, ça va être une belle série, mais comme je mentionne, ça va être important de se concentrer sur notre manière de jouer. Pour plusieurs, ce sera cette année une première expérience en série dans la LHJMQ. Plusieurs gars, y compris moi, c'est notre première expérience de série junior. Fait que non, c'est sûr, on est super excités et on a hâte que ça commence. Juste gagner l'expérience. Pour tous les gars de 16 ans, 17 ans, même 18, on va avoir plus d'expérience pour les prochaines années puis être prêt à aller encore plus loin pour les prochaines années. Et avec une deuxième moitié de saison parmi les meilleures équipes de la Ligue, tous les espoirs sont permis. Je crois en notre groupe, je suis sûr qu'on peut se rendre super loin. On veut gagner la ronde, on veut être là en deuxième ronde, puis ça, je suis content. Nos joueurs y croient, puis avec la fin de saison qu'on a eue, écoute, je pense qu'on a raison d'y croire, puis on est confiant présentement, puis on se pointe là-bas pour remporter le premier match. L'objectif de l'équipe, c'est quoi? Gagner puis jouer le plus longtemps au hockey possible. La série de premier tour contre les Cataractes débutera donc demain. Match numéro 1 vendredi et numéro 2 samedi. Les deux équipes seront ensuite de retour ici au Centre Nico Eagle pour les matchs 3 et 4 mardi et mercredi soir prochain. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, au Centre Nico Eagle à Val-d'Or. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, des bourrasques de neige sont à prévoir pour la soirée, donc faites attention. Minimum de moins 16 degrés pour l'Abitibi et de moins 14 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est généralement nuageux avec, pour tous les secteurs, oui, avec de la neige l'après-midi. Pour le Témiscamingue, les maximums seront de moins 5 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour samedi, c'est de la neige avec des maximums de moins 2 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.